Le train s'arrête. Les Allemands hurlent « Schnell, schnell, raus !» Des hommes, la tête rasée, les yeux hagards, tirent brutalement tout le monde sur le quai. Je m'adresse à l'un d'eux. « Remonte dans le train, je ne peux te parler ici. » C'était un Français. Il me dit tout de suite ce qu'était le camp. La nourriture juste de ne quoi pas mourir de faim. Pas de place pour s'étendre la nuit. Tout le temps des appels. Et surtout, me dit-il en descendant, ne prends pas de gosse dans tes bras. Mais pourquoi? Tu comprendras d'ici quelques jours. Et me montrant les petits, ça va faire du savon. Il venait de me dire qu'il était au camp depuis 2 ans. Je le prie pour un fou. Je lui demande s'il connaît des Holstein. Plusieurs millions ont débarqué dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Je te conseille de ne plus y penser. Je vois une petite fille toute seule sur le quai. Je n'ai pas le courage de la laisser. Je la prends par la main, mais l'homme s'approche et me dit d'une voix autoritaire « Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire ?» Je laisse la petite au milieu d'un groupe d'enfants et avance seule. Il fait noir. Un barrage d'Allemands au milieu de la route. Des projecteurs dirigés vers nous. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Des hurlements de tous côtés. Je me trouve avec 170 jeunes invalides. De l'autre, 1130 personnes montent dans les camions. Ceux qui venaient d'être séparés soit d'un mari, soit d'un enfant, soit d'un parent pleurent. En avant, nous devons marcher entre les fils de fer barbelés, entourés de soldats avec leurs chiens. On arrive devant une grande baraque, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Nous entrons dans une grande pièce. Des soldats, hommes et femmes, nous regardent. Il faut se dévêtir devant eux. Au mur, de grands panneaux. Rangez bien vos affaires pour les retrouver à la sortie. Des femmes, des déportés, nous arrachent nos bijoux. Rien à dire, rien à faire, nous sommes au camp. On nous rase les cheveux. Quelle horreur! En regardant les autres, j'imagine facilement quelle tête je peux avoir. On passe à la douche. On nous lance des guenilles au hasard. 5 par 5, nous pataugeons dans la boue. Halte devant une baraque, de grands lits à étages de chaque côté d'une longue cheminée en briques rouges. Harassé de fatigue, abruti d'avoir été si vite dépouillé de tout, je m'endors d'un sommeil de plomb. Aufstehen, aber schnell, ce sont des hurlements de toutes parts. Il est 2 heures du matin, nous étions couchés 2 heures plus tôt. Dehors, en rang par 5, nous restons plantés debout toute la journée sans bouger. Notre première journée d'enfer commençait. Notre chef de bloc, une juive tchèque, nous jalousait. Elle souffrait depuis 2 ans et nous venions juste d'arriver. On apporte la soupe, une casserole pour 12. Je décide de me nourrir. Je n'avais plus qu'une idée en tête, en sortir un jour. Ce camp ressemblait à un cimetière de morts en sursis. On nous conduit au tatouage. Cela se fait par piqûre. Il ne faut surtout pas bouger, sinon l'aiguille est enfoncée avec plus de brutalité. On doit travailler. À chaque appel, nous restons des heures à genoux. Les coups pleuvent. Puis au lieu d'être 5 dans les lits, il fallut se mettre par 12 et même quelquefois plus. Un soir, une autre chef vint nous chercher. Elle paraissait plus humaine. Elle nous dit que 18 membres de sa famille étaient passés au crématoire. Mais ces aides étaient des monstres. La nourriture était la même, mais le travail augmentait.
Il fallait porter des briques, des tables, des machines à coudre ou des blocs de grès qu'il fallait ensuite casser à la pioche. 3 heures du matin, appel jusqu'à 8 heures. Parfois, nous pouvions nous laver, mais en tenant nos affaires contre nous, sinon plus rien à la sortie. Tout était volé et revendu ensuite contre de la nourriture. Les Allemands le matin n'assistaient pas à l'appel, mais le soir, ils nous comptaient eux-mêmes. Si l'appel n'était pas juste, nous devions rester des heures à genoux. Si les Polonaises le voulaient, nous avions le matin un soi-disant café, un morceau de pain avec un petit bout de fromage ou de saucisson, puis dans la journée un peu de soupe. Toujours les yeux baissés, ne jamais regarder un Allemand dans les yeux, toujours s'écarter à leur passage, toujours des coups, des punitions, la terreur règne. Sans raison, on nous fait mettre à genoux les bras en l'air, quelquefois une brique dans chaque main. Ces femmes, les capots, des déportés comme nous, prenaient un malin plaisir à nous torturer pour se faire bien voir des Allemands ou pour une assiette de soupe en plus. Une pauvre fille bouscule une Allemande, celle-ci se retourne, l'attrape par les cheveux et après lui avoir donné une bonne correction, appelle un Allemand, lui raconte l'histoire. Le Boche la fait courir les bras en l'air et chaque fois qu'il tape dans ses mains, la pauvre fille doit se jeter à terre et lui, avec son vélo, lui passe sur le corps. Un autre jour, une avait volé un peu de soupe. Elle fut rouée de coups. Elle ne baissait pas les yeux. Les coups redoublèrent. Elle ne baissait toujours pas les yeux. Une femme allemande, en se frottant les mains, l'acheva devant nous à coups de cravache. Un matin, je suis fiévreuse. Il faut tout de même aller à l'appel. J'arrive à me cacher pour le travail. La doctoresse me dit que j'ai la scarlatine. J'étais contente. Plus d'appel, plus de travail, enfin un peu de repos. Mais un matin, c'est la panique. Le docteur Mengele doit venir. Pourquoi une telle frayeur? Une internée me dit que cet homme a sur la conscience la mort de 2 millions de Juifs. Chacune à notre tour, nous devons nous présenter nus. Il fait un signe devant notre nom. Il venait de faire une sélection. Les plus malades, ou celles qui avaient mis au monde un bébé, savaient quel sort elles allaient subir. Elles sanglotaient tenant leurs enfants dans les bras. D'autres devenaient folles, s'arrachant les cheveux. Les infirmières, voyant la panique, vinrent clouer la porte. On entendait le bruit sourd du marteau dans le noir le plus complet. Le lendemain, tout le monde avait une tête d'enterrement. Jusqu'au soir, c'est l'angoisse. Puis, une secrétaire rentre avec une liste. Mon nom n'y figure pas. Les femmes sont poussées dans un camion et l'horreur me gagne. Tout s'éclaire. C'était donc vrai ce que l'on m'avait dit à mon arrivée. Toutes les personnes de mon convoi devaient être exterminées. Était-ce possible que tous mes petits, et comme le disait cet homme, étaient transformés en savon? Je sors de l'hôpital, mon convoi est parti en transport. Je suis seule Française au milieu de femmes de tout pays. Je ne comprends pas leur langue, il pleut dehors. Le camp n'est qu'une mare, on s'enfonce dans l'eau jusqu'aux chevilles. C'est l'hiver en Pologne. Le vent et le froid sont terribles. Certains jours, il fait -30. Je n'ai qu'une petite robe sur le dos et je dois rester ainsi dehors aux appels du matin au soir. Des bruits de départ circulent. Va-t-on enfin quitter cet enfer? Nous changeons souvent de baraque. Un soir, nous arrivons après une longue marche à l'autre bout du camp. Tout le monde s'arrête. Devant nos yeux, le crématoire. Des flammes sortent des cheminées.
L'odeur est irrespirable. Nous sommes toutes terrorisées. Peut-on dormir ou manger devant un tel spectacle? Les appels et les coups redoublent. Le camp se vide, mais nous ne partons toujours pas. Un matin, après des heures d'appel, on nous conduit vers les douches, ou peut-être vers la chambre à gaz. L'eau coule enfin. Merci, mon Dieu. Depuis un mois, j'ai les jambes gelées, et la nuit, la douleur est terrible. J'ai une plaie au pied. Fin décembre, nous sommes enfin sur les listes de départ. Il faut se présenter devant une doctoresse et un officier. Je sais que je vais être refoulée. Miracle, ils parlent tous deux et ne voient pas mes jambes. J'allais enfin quitter cet enfer. Nous espérons toutes aller travailler en fabrique, ne plus recevoir de coups, peut-être plus d'appels. Je repense à ces semaines où j'ai dû couper des lanières de chiffon pour en faire des fouets. Nous devions faire un métrage par semaine. Le samedi, un capot venait vérifier. Toutes celles qui étaient trop en retard avaient droit à la séance de gymnastique dans la neige. On court, on se couche. On court, on se couche. Bien peu ont résisté à cette torture. Le 30 décembre, enfin, nous partons. Je suis habillée d'un superbe manteau gris, une robe et un foulard sur la tête. Nous grimpons dans des wagons à bestiaux. Le moral est bon. 3 soldats et 50 femmes. Pas de bagages. On remet des sacs de couchage en papier aux Allemands. À nous, un morceau de pain et de saucisson. Les Allemands sont des vieux qui ont fait la guerre de 14. Ils sont heureux d'être là plutôt que sur le front russe. En cachette, l'un des 3 me donne un morceau de pain d'épices pour mon réveillon du jour de l'an 1945. Nous arrivons au milieu d'une forêt. Où étions-nous? Nous marchons des heures dans la neige. Je tombe souvent. Les Allemands nous font marcher à coups de crosse. Tout autour de nous, il n'y a que camps et casernes. Bergen-Belsen,